Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on plonge dans un univers parfois aussi brumeux qu'une réunion municipale à l'aube. La traduction juridique en français. Je suis Bernard, toujours armé de mon stylo fétiche. Sandra, tu es prête à jongler avec les subtilités de la langue du droit? Ah, tellement prête, Bernard. Mais en même temps, un peu sur mes gardes. La traduction juridique, c'est, comment dire, marcher sur des œufs, non? Il suffit d'un mot pour faire tout basculer. Tu te souviens de cette histoire de contrat immobilier où un usufruit mal traduit a failli coûter la réhabilitation d'un quartier? Oh oui, je m'en veux encore. C'était censé être bail amphithéotique, et paf, tout un pan de négociation a dérivé. Comme quoi, un mot de travers et la ville change de visage. Mais parfois c'est à plus grande échelle. Tu voulais parler d'un cas international, non? Oui, exactement. L'accord de Kyoto, bon, c'est un classique pour les traducteurs, où la définition de commitment period a semé la zizanie entre juristes. On s'est retrouvé avec des interprétations divergentes selon les versions. C'est fou de penser que des enjeux mondiaux peuvent tenir à un adjectif. Et du coup, la vraie question? La traduction juridique, c'est pour qui en fin de compte? Avocats, entreprises, collectivités? Peut-être même, j'ose, les simples citoyens quand ils finissent par devoir relire leur bail? Tout le monde finit par être concerné, d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui pensent que le jargon n'arrive qu'en tribunal. Mais alors, qui se cache derrière ces traductions hyper techniques? Souvent, c'est des personnes passées du droit à la linguistique. Franchement, j'admire celles et ceux qui ont le courage de jongler avec deux mondes à la fois. T'as remarqué, Bernard, comme ils savent tout de suite repérer la nuance qui tue dans une phrase? C'est vrai. Et puis ça me fait penser à la grande époque napoléonienne, pardon, petite digression, où seuls les notaires traducteurs avaient la main sur tous les documents. L'administration croulait sous la paperasse. Aujourd'hui, la tradition reste. Mais bon, maintenant, on entend tout le temps « Ah, l'intelligence artificielle va remplacer tout ce beau monde ». Tu y crois, toi? Pas vraiment. Sérieusement, tu peux pas nourrir un logiciel avec du code civil et espérer que ça ressorte du français légal sans bavure. Il y a toujours un petit grain de sel, une intention de l'auteur, qui se faufile entre les lignes. Et puis, la responsabilité. Le logiciel, il signe pas d'attestation. Tout à fait. L'humain, c'est irremplaçable. Un contrat mal traduit, et c'est pas l'ordinateur qui va assumer devant le juge. Bon, on va pas se mentir, même après des années, il y a des mots qui me font toujours trébucher. Antériorité, par exemple. Je suis incapable de le sortir sans buter. Attends, c'est antériorité ou antériorité? Je l'écorche à chaque fois. T'inquiète Sandra, j'ai fait pire. Je me souviens d'un architecte qui confondait toujours usufruit et usufructuaire. Le client voulait transmettre un usufruit et lui, il parlait de la personne bénéficiaire. Grosse gêne en réunion, je t'assure. Oh, c'est un cauchemar. Tiens Bernard, est-ce qu'on improvise un mini-quiz sur les faux amis franco-anglais? J'en ai un. Injunction, c'est une... Injonction, c'est une... injonction, justement? Oui, bonne pioche. Mais alors, notice, tu dirais quoi? Oula, je dirais notification? Raté. La notice française, c'est la notice d'utilisation. Notice anglaise, c'est plutôt l'avis, la mise en demeure. On voit comment les pièges sont partout. On rigole, mais les conséquences peuvent être énormes. T'as suivi l'affaire Apple contre Samsung? Aux États-Unis, une erreur de traduction sur un terme technique a complètement changé la stratégie d'Apple. Résultat, l'un des camps a perdu plusieurs millions. Ouais, c'est glaçant. Dans un autre registre, j'ai vu une clause sur la biodiversité, mal traduite dans un projet de loi européen. Le texte français laissait entendre une obligation de moyens, alors que l'anglais était beaucoup plus ferme. Ah, le casse-tête pour les juristes chargés de défendre la mesure. Ça pose vraiment la question, est-ce qu'on devrait exiger une seconde relecture par un juriste à chaque fois? Je comprends le souci de temps, mais parfois, une double vérification, c'est ce qui sauve un contrat ou une politique publique entière. Exactement. Un œil neuf peut attraper la petite ambiguïté qui échappe au premier traducteur, même s'il ou elle est hyper compétent. Et puis il y a l'oral, le moment où tout se joue, parfois en quelques secondes. Je me rappelle d'une audience où la traduction instantanée a totalement modifié le témoignage d'un témoin. Un simple mot traduit un peu de travers et soudain, le sens du récit change. C'est là que la différence entre traduction écrite et interprétation orale saute aux yeux. En justice, chaque nuance peut être lourde de conséquences. Et tu sais, au tribunal administratif de Paris,
il y a eu cette confusion comique entre appel, le recours, tu vois, et appellation, genre le nom d'un fromage. Je sais pas qui était le plus perdu, le juge ou le traducteur. Oui, mais bon, ça prouve qu'il faut être super attentif. Un mot de trop ou de travers et tout s'embrouille. Mais alors, tous ces mots compliqués, ce jargon, est-ce qu'ils protègent vraiment les gens ou est-ce que ça ne fait que brouiller les pistes? Je reviens souvent à cette interview d'une avocate qui riait des clauses léonines. Tu sais, ces clauses disproportionnées. Elle disait que parfois, elles sont là juste pour impressionner. Ou pour décourager les curieux. Je repense aux couleurs des stylos utilisés par certains juristes pour annoter les contrats. Bleu pour ce qui est à peaufiner, rouge pour les pièges. On croirait une carte au trésor secrète. Au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de simplifier le français du droit? Ou est-ce qu'on risque, en simplifiant, de perdre toute la rigueur? Question difficile. Simplifier pour ouvrir à tous ou garder la précision des initiés? On dirait presque un débat sur la biodiversité. Tu m'arrêtes sinon je m'égare. Bon, comment on s'assure qu'un traducteur est à la hauteur? Là, c'est un peu la jungle. Entre l'ITI, la SFT, les labels de spécialisation, difficile de savoir ce qui vaut concrètement dans la vraie vie. Un label, c'est rassurant, mais le terrain, c'est autre chose. Ah, ça me rappelle un vieux souvenir. J'avais passé une certification et j'ai été recalé uniquement à cause d'un accent du Sud qui a brouillé une phrase. J'en ris maintenant, mais sur le coup, c'était la honte. Mais tu penses qu'on peut se spécialiser en traduction juridique sans diplôme en droit? Bonne question. Je pense qu'il y a des autodidactes brillants, mais disons-le, la crédibilité, c'est le diplôme qui la garantit la plupart du temps. Ça ouvre des portes, c'est sûr. On voit aussi de nouvelles formes de collaboration. Dans certains cabinets d'affaires, il y a une intégration quasi totale. Traducteurs et avocats bossent ensemble, échangent en temps réel, corrigent, reformulent. Ça fait gagner un temps fou et on évite les mauvaises surprises. Tu te rappelles? J'ai assisté une fois à la relecture d'un contrat en visio. Des allers-retours constants, tout le monde lançait des blagues entre deux corrections. Franchement, parfois l'humour, c'est vital pour désamorcer le stress. Absolument. Mais alors, est-ce que l'avocat doit apprendre à traduire lui-même? Ou est-ce mieux de garder une séparation des rôles? Je dirais que chacun son métier. Mais comprendre l'autre côté, ça fait gagner un temps précieux sur les zones grises. On n'a pas encore parlé de la charte de confidentialité. Tout traducteur de documents judiciaires doit la signer. C'est pas rien, hein? Mais la neutralité, est-ce qu'on peut vraiment être à 100% impartial? Il y a toujours ce doute. Est-ce que j'interprète un peu trop ou pas assez? Et le stress, Bernard, tu l'as senti? Cette pression en sachant qu'une simple tournure de phrase risque d'être décisive dans une audience? Ah, je t'avoue, ça m'a fait trembler plus d'une fois. Mais c'est aussi ce qui rend le métier aussi vivant, ou disons, un poil usant. Allez, on conclut, Bernard? Un conseil à donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans la traduction juridique? Moi, je jure que mon rituel anti-trac avant de m'attaquer à un texte compliqué, c'est de raconter une histoire drôle à voix haute. Ça dédramatise, et qui sait, ça peut inspirer une tournure. J'adore. Et moi, je relis toujours à voix haute, stylo fétiche à la main. On dirait un vieux prof, mais franchement, ça permet d'entendre les accros, et puis ça rassure, non? Complètement. D'ailleurs, tu sais, ma plus belle bombe, traduite à la dernière minute, c'était une note en marge d'un dossier parlementaire. Personne n'y a vu de souci. Ouf! Et toi, Bernard, t'as une anecdote de traduction in extremis? Un addendum d'appel d'offres, envoyé 10 minutes avant la clôture, mon cœur a failli lâcher. Mais à la fin, tout le monde a eu le contrat. Et personne n'a su que c'était traduit sur le fil du rasoir. Ça donne envie de revenir, hein? Merci à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour explorer un autre pan du français professionnel. Bernard, c'était encore un plaisir. Toujours un vrai bonheur, Sandra. Porte-toi bien et salut à tous nos auditeurs. À très bientôt sur French Listen. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. J'ai la mémoire qui flanche. Combien de fois on a entendu ou même dit cette phrase, hein? Souvent avec un petit sourire. Ouais, un peu résigné. Comme si nos neurones avaient décidé de prendre des RTT sans nous prévenir. C'est ça. Eh bien aujourd'hui, on va voir ce qui se passe quand on décide de les remettre au boulot. On va explorer l'apprentissage à l'âge mûr,
Apprendre une langue, entraîner sa mémoire ou juste pour le plaisir de la découverte. Et pour ça, on a une collection de documents assez fascinante. Ça va d'un cahier d'exercices très pratique, conçu par des orthophonistes, à des articles de fond sur la meilleure façon d'enseigner aux seniors. On a aussi des brochures un peu pour rêver, de séjours linguistiques dans le sud de la France, et puis des témoignages très très touchants de retraités qui ont tout quitté pour l'Espagne. Voilà. L'idée, c'est de démêler un peu les mythes de la réalité. De comprendre les défis, bien sûr, mais surtout les bénéfices incroyables de rester apprenant toute sa vie. Et la première question, la plus évidente peut-être, c'est, au fond, pourquoi continuer d'apprendre ? C'est la question de base. Et la réponse la plus commune, c'est pour le cerveau. Le livre d'exercice, par exemple, il commence directement là-dessus. La préface parle de plasticité cérébrale et de réserve cognitive. Ah oui, des grands mots qu'on entend beaucoup. La plasticité cérébrale, est-ce que c'est juste un concept à la mode ou est-ce qu'on peut vraiment concrètement remodeler son cerveau à 60, 70 ans ? C'est tout à fait concret. L'image du cerveau comme un muscle est un peu une simplification, mais l'idée est là. La plasticité, c'est sa capacité à créer de nouvelles connexions entre les neurones. D'accord. Et la réserve cognitive, c'est comme un capital, une résilience qu'on se bâtit au fil des ans avec des activités stimulantes. Donc, plus cette réserve est grande, plus on est armé, en quelque sorte. Exactement. Mieux le cerveau peut compenser les effets de l'âge ou d'une maladie. Les chiffres sont d'ailleurs assez dingues. Certaines études montrent qu'on pourrait éviter jusqu'à 1 million de cas d'Alzheimer dans le monde si on réduisait l'inactivité cognitive. 1 million. C'est énorme. Donc, apprendre le ukulélé, ce n'est pas juste un hobby, c'est un acte de santé publique, presque. On peut voir ça comme ça. Mais ce qui est fascinant, et c'est là qu'on sort du médical, c'est que cette raison, ce n'est presque jamais la motivation numéro 1 des apprenants. Ah non. Non. Un des articles de la plateforme européenne EPAL, il a vraiment cherché à savoir ce qui pousse les gens à y retourner. Et les réponses sont profondément humaines. J'imagine que développer ma réserve cognitive n'est pas en tête de liste. Pas vraiment, non. En tête, on trouve le voyage. Ah oui. Le désir très concret de pouvoir commander un plat au resto en Italie ou de papoter avec son voisin en Espagne sans sortir son téléphone. Le côté pratique, l'autonomie. Voilà. Et juste après, il y a le besoin de lien social. C'est peut-être même la raison la plus puissante. Rompre la solitude, rencontrer des gens. L'entraînement du cerveau, au final, c'est presque un bonus. C'est une perspective complètement différente, en fait. On ne le fait pas pour la tête, on ne le fait pas pour le cœur. Et la tête en profite. C'est exactement ça, hein. Et l'article d'EPAL, il met aussi en avant une autre motivation, plus intime. C'est la réalisation de vieux rêves. Le fameux « Ah, si j'avais eu le temps ». Tout à fait. La retraite devient ce moment où on peut enfin se mettre à l'aquarelle ou apprendre l'histoire de l'Égypte ancienne. Et parfois, c'est aussi ce que les sociologues appellent une activité de substitution. Pour combler un vide, le départ des enfants, la fin de la carrière. Précisément. L'apprentissage vient redonner un rythme, un but, et tout ça, ça s'inscrit dans une tendance de fond. On vit plus longtemps, en meilleure santé, la retraite ce n'est plus une fin, c'est une troisième vie à construire. D'accord. Donc la motivation est là, le cerveau est prêt, mais j'imagine que la manière d'apprendre à 65 ans, ce n'est pas la même qu'à 17. Les défis doivent être différents. C'est le point clé. Un des articles sur le blog Progresser en français après 60 ans est très clair là-dessus. Il y a des réalités physiologiques. La mémorisation, disons, le par cœur, ça peut être plus lent. Et on se fatigue plus vite, j'imagine. Oui, la fatigue cognitive arrive plus rapidement. C'est pour ça que les petites sessions régulières, c'est beaucoup plus efficace. 15 minutes par jour, ça vaut mieux que 2 heures le dimanche soir. Et il y a le côté psychologique, non ? La peur de se tromper, d'avoir l'air ridicule. Oui, l'article parle d'une forme d'autocensure, surtout à l'oral. On a peur de se lancer. Mais, et c'est là tout le paradoxe, cet âge a des atouts incroyables. Ah oui ? Lesquels ? Le plus grand, c'est que la motivation vient de l'intérieur. On n'apprend plus pour un examen ou une promotion. On apprend pour soi, pour le plaisir. Ça change tout dans l'état d'esprit. On a aussi toute l'expérience d'une vie qui permet de faire des liens, de confondre le contexte derrière un mot, une idée. Absolument. Et on se connaît mieux. On sait comment on fonctionne, ce qui marche pour nous. Et surtout, on a appris à relativiser l'échec. Se tromper sur un accord, ce n'est plus un drame. C'est juste une étape. Voilà. Cette bienveillance envers soi-même, c'est un avantage pédagogique énorme. Ça m'amène à une question sur les méthodes. L'article d'EPAL dit qu'il faut parfois s'appuyer sur des techniques que les seniors connaissent,
comme la méthode grammaire-traduction. Franchement, ça sonne un peu vieillot, non? C'est une excellente remarque. Ça paraît contre-intuitif. En fait, c'est un peu des deux. Oui, ça peut sembler aride. Mais pour une génération qui a appris comme ça, cette méthode offre un cadre. C'est rassurant. On est en terrain connu. C'est ça, revenir à du familier permet de se concentrer sur le nouveau contenu sans être perdu par la méthode. L'idée, ce n'est pas de faire que ça, mais de l'utiliser comme un point de départ. Et ensuite, on peut introduire des choses plus modernes, plus vivantes. Exactement, et bien sûr, il faut adapter le matériel. Des caractères plus gros, un son très clair, des petits détails qui font une grosse différence. On voit bien cette diversité d'approches dans nos sources. D'un côté, il y a le grand bain, l'immersion, les écoles comme Easy French ou Keep Learning French, c'est le package complet, quoi. C'est un modèle qui fait rêver. Easy French à Montpellier mise sur la convivialité. Des cours le matin, et l'après-midi, hop, excursion à Avignon, dégustation de vin. L'ambiance vacances studieuse. Voilà, en petits groupes. Et Keep Learning French, à Bordeaux, insiste sur un côté très sécurisant. Il propose un chaperon qui accompagne le groupe tout le temps. Ça enlève tout le stress de l'organisation. C'est malin. Leur slogan, je l'ai trouvé très beau. Je suis venu apprendre une langue, mais j'ai trouvé une famille. Ça montre bien que le social est au centre de tout. Donc on a le modèle aventure sociable et le modèle cocon rassurant. Et à l'opposé, il y a ce concept dont on entend de plus en plus parler, les universités du troisième âge. Oui, les U3A. C'est un phénomène mondial. Le modèle français, il est souvent lié à une vraie université, donc un peu plus académique, avec des cours magistraux sur l'histoire de l'art, la géo. Alors que le modèle britannique, c'est très différent, si j'ai bien compris. C'est le jour et la nuit. C'est de l'autogestion. Il n'y a pas de prof. Ce sont les membres qui partagent leur passion. Un ancien ingénieur va faire un cours sur les ponts. Une passionnée de littérature va animer un club de lecture. C'est de l'apprentissage entre pairs. Tout à fait. Mais le principe commun, c'est apprendre pour le plaisir. Zéro pression, zéro examen. Et puis il y a la troisième voie, l'auto-entraînement, seul chez soi, avec un bouquin comme 100 activités. Ah oui, ce livre, il y a une astuce dedans que j'ai trouvé géniale, ce qu'ils appellent les jeux distracteurs. C'est une super illustration de la science cognitive appliquée de façon simple. Le principe, on vous donne une liste de mots à retenir. Ok. Et juste avant de vous demander de la réciter, on vous fait faire un petit jeu qui n'a rien à voir, un sudoku, une anagramme. Et ça sert à quoi? Ce jeu distracteur, il empêche le cerveau de juste répéter la liste en boucle dans la mémoire à court terme. Pour la retrouver, il est obligé de faire l'effort de la chercher plus loin, dans la mémoire à long terme. Ça force un ancrage plus profond. C'est vraiment malin. Et à côté de tout ça, évidemment, il y a le numérique. La révolution numérique, elle a tout changé. J'ai trouvé une info passionnante dans une étude du Cavilam. Ils disent que la demande la plus forte des apprenants, c'est pour des supports authentiques. Fini les dialogues de manuels qui sonnent faux. Exactement. Les gens veulent écouter des reportages de TV5 Monde, des podcasts de RFI, ils veulent le vrai français. Et la technologie, elle ne sert pas qu'à ça. L'étude parle d'un modèle, sa mère. Ça sonne un peu barbare. Mais l'idée est très simple. C'est une échelle. Au plus bas, la substitution. On tape sur un ordi au lieu d'écrire à la main. Ça ne change pas grand-chose. D'accord. Après, on augmente. Le correcteur orthographique, c'est un petit plus. Puis on modifie la tâche. On travaille à plusieurs sur un document en ligne. Et le top du top, c'est la redéfinition. C'est-à-dire? C'est quand la technologie permet de faire un truc qui était juste impossible avant. Par exemple, créer une petite vidéo avec son téléphone sur un sujet du cours et la publier en ligne pour la partager avec d'autres classes dans le monde. Ah oui, là on ne consomme plus seulement le savoir, on le crée. On devient co-créateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, plus de la moitié des profs interrogés font bosser les étudiants avec leurs propres appareils en classe. On transforme l'objet de distraction en outil d'apprentissage. Toute cette théorie, c'est passionnant. Mais comment ça se passe dans la vraie vie? L'article de Maïdjougad sur les retraités en Espagne, c'est une sacrée douche froide par rapport aux brochures, non? C'est un choc avec le réel. D'un côté, il y a le rêve, le soleil, les marchés. Et de l'autre, la réalité, souvent brutale, la solitude, la difficulté à se refaire un cercle d'amis, et, au cœur de tout, la langue. Il y a ce témoignage d'une femme qui dit « Je ne pensais pas devoir recommencer ma vie à 65 ans. » On sent le désarroi. Oui, on sent tout le poids du mot « recommencer ». Et l'article est rempli de ces petites anecdotes, comme ce monsieur qui, pour briser la glace, achète des oranges et en offre à ses voisins espagnols.
C'est un prétexte pour parler. C'est ça, un prétexte pour échanger quelques mots, créer un premier contact. C'est à la fois tout simple et tellement significatif. C'est par ces petites victoires qu'on s'intègre en fait. Exactement. On sent que ce n'est pas un acquis, c'est un effort de tous les jours. Et c'est là que la langue, ce n'est plus juste un exercice intellectuel, ça devient un outil de survie sociale. Il y a un commentaire sous l'article d'un Belge qui vit là-bas, il m'a marqué. Il dit « Parler espagnol me paraît une évidence si j'ai décidé d'y vivre ». Il le présente comme un minimum de respect. Et c'est la clé. C'est ce qui fait passer du statut de touriste à celui de voisin. C'est ce qui permet de créer de vrais liens. Au final, cette expérience montre que l'apprentissage d'une langue à cet âge, c'est rarement le but. C'est le moyen de réussir un projet de vie. Si on fait la synthèse de tout ça, il y a plusieurs idées fortes. La première, c'est que la capacité du cerveau à apprendre, c'est bien réel. C'est scientifique. Ce n'est pas juste une idée positive. La deuxième, c'est que les motivations sont avant tout sociales et personnelles. On apprend pour se connecter aux autres, pour réaliser un rêve. La santé du cerveau, c'est la cerise sur le gâteau. Et enfin, il existe aujourd'hui tout un écosystème pour apprendre qui est d'une richesse incroyable, du cahier d'exercices au séjour immersif, en passant par les cours en ligne. Et si on relie tout ça, on se rend compte que l'apprentissage le plus efficace, c'est celui qui combine 3 choses. La stimulation intellectuelle, l'interaction sociale et un sens personnel fort. C'est-à-dire ? Que ce soit apprendre l'italien en rejoignant un club de cuisine ou utiliser une appli pour parler avec ses petits-enfants à l'étranger, le but final est le même. Rester engagé avec le monde, rester curieux. Ce n'est plus seulement apprendre, c'est une façon de continuer à vivre pleinement. C'est une très belle conclusion. Et ça m'amène à une dernière question. Nos sources nous ont montré comment on peut apprendre sur une culture, sa langue, son histoire. Mais les témoignages des retraités montrent comme c'est dur d'apprendre à en faire partie. Ah oui. La question qui me reste, c'est, au-delà d'accumuler des savoirs, qu'est-ce que ça signifie vraiment apprendre à appartenir à un nouvel endroit, à une nouvelle communauté, quand on a déjà une vie derrière soi ? Et quel pourrait être le tout premier petit pas pour y arriver ? Peut-être bien une simple orange offerte à son voisin ?